Regardez cette image aussi qui marquera cette journée, ce tête-à-tête au sens propre comme au sens figuré entre le président américain et le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans l'enceinte même de la basilique Saint-Pierre. Vous le voyez aussi, cet entretien auquel se sont joints le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Margot Haddad, Darius Rochement, on vous rejoint à Rome. C'est effectivement pas forcément la surprise de cette journée. On s'y attendait, mais c'est vrai qu'après l'échange plus que houleux et ce clash à la Maison-Blanche fin février dernier, on ne s'attendait peut-être pas à ce tête-à-tête entre les deux hommes. C'est toute la singularité des obsèques et des funérailles d'un pape. C'était le cas également sous Jean-Paul II, où on avait vu par exemple l'ancien président israélien Moshe Katsav serrer la main de Bachar al-Assad à l'époque, alors que les deux pays étaient en conflit. Et là, véritablement, il y a cette rencontre impromptue aux abords de la place Saint-Pierre avec Donald Trump, qui n'avait pas choisi l'Europe pour son premier voyage officiel depuis sa prise de fonction, mais qui voulait tout d'abord se rendre en Arabie Saoudite, ce qu'il fera dans un mois, mais il a tenu à être présent aux côtés de ses équipes qui ont annoncé cette rencontre de 15 minutes pour échanger avec Volodymyr Zelensky après ces frappes à Kiev qui l'ont beaucoup agacé. On savait qu'il y avait d'intenses tractations pour qu'ils se rencontrent, mais quand même la rencontre est une surprise puisque jusqu'à la dernière seconde il y avait une grande incertitude et c'est le chef d'administration présidentielle ukrainienne Yermak qui a pris une des photos principales, évidemment avec un espoir très grand qui peut être douché puisqu'on se rappelle qu'à deux reprises Donald Trump a tweeté de manière très agressive contre Zelensky même après l'avoir rencontré. Donc la rencontre en soi ne veut rien dire, mais évidemment c'est un enjeu diplomatique si important. Il faut noter d'ailleurs, l'image est incroyable, le mélange entre le pouvoir temporel et spirituel ici, c'est depuis des siècles. Il est tout près de l'endroit où Charlemagne avait été couronné. Là il est vraiment à quelques mètres de la dalle de Charlemagne. Dites un mot de ça, Arthur Herlin, parce que c'est fascinant de voir ça, c'est-à-dire l'histoire du 21e siècle qui s'écrit mais qui a une continuité Parce que la dalle de la basilique Saint-Pierre est authentique, elle remonte à la première basilique qui ne ressemblait pas du tout à ça, celle-ci date de la Renaissance et c'est sur cette plaque de porphyre, dit-on, que Charlemagne a été couronné. Et là on voit bien que Starmer et Macron essaient, les deux présidents, Premier ministre Starmer et président Macron, essaient de rattraper ce qui a été raté il y a quelques jours, c'est-à-dire la réunion de Londres que les Américains avaient fait littéralement exploser. Avec également cette charte, puisque les sièges étaient déjà organisés à l'avance et Donald Trump était aux côtés des Estoniens et des Finlandais qui ont eu leur mot à dire également en coulisses avant cette rencontre avec Volodymyr Zelensky. Darius. Chaque parcours, vous savez, était négocié. Ce qui s'est passé dans les heures, même cette nuit, les délégations négociaient aussi avec le Saint-Siège, parce que le Saint-Siège a évidemment son mot à dire. On est là sur l'état de la Cité du Vatican et le moindre parcours de chaque délégation était négocié seconde par seconde, parce qu'évidemment il y a eu par exemple cette poignée de main aussi entre Trump et von der Leyen. La présidente de la Commission européenne l'espérait ardemment. C'est la première poignée de main et dans ces circonstances elle l'a obtenue. C'est quelques secondes dont on verra la suite. Paolo Levi, vous êtes avec nous aussi. Bonjour. Vous êtes le plus célèbre des journalistes italiens, le plus francophone. Un mot de ça sur la puissance, disons, comme le disait Margot, la puissance diplomatique de ce moment. Écoutez, je crois que si le pape François devait nous voir, il serait aujourd'hui heureux de voir ce signe de paix, de voir le président américain et le président ukrainien, après la brouille terrible de Washington il y a quelques semaines, parler à nouveau sous la coupole de Saint-Pierre. Le pape François, vous le savez, il a œuvré jusqu'au bout pour crier la nécessité de paix en Europe et dans le monde, et donc je pense que c'est un très très beau signal envoyé aujourd'hui à la planète. On verra évidemment ce qui va se passer maintenant. Il y a une rencontre en cours entre les présidents Macron et Zelensky. Tout l'enjeu va être dans les premières minutes. Vous savez que même dans son avion, Trump peut tweeter et il peut ou bien marquer, disons, dans la suite de cette rencontre, une sympathie un peu accrue. On revient de très loin pour le président Zelensky, ou au contraire rester sur sa ligne où récemment, rappelez-vous, il disait le président Zelensky se vante de posséder toujours la Crimée. Ça paraissait évidemment tout à fait infect de la part des Ukrainiens. Mais d'autres parlent également, ce sont ses proches, alors qu'on ne les entend pas forcément souvent
souvent ces derniers temps. Stephen Chung, qui est l'un des conseillers de Donald Trump depuis le premier mandat et qui l'accompagne encore, c'est lui qui a fait sortir ces informations aux médias américains pour faire parler de cette rencontre. Alors même si les Ukrainiens ont été les premiers à montrer cette photo qui va être véritablement mémorable puisqu'elle est assez unique en son genre, eh bien les équipes de Donald Trump ont profité du moment, alors qu'ils ont tout fait pour faire en sorte que cette rencontre ne soit pas connue des journalistes américains juste avant ces funérailles du pape, comme s'il y avait une sensation, une volonté de créer la surprise, ce qui est un moment diplomatique du style de Donald Trump. Il faut bien se rendre compte aussi de l'enjeu pour le président Zelensky. Tout ça est d'autant plus fort que ça contraste avec l'absence du grand absent de la journée qui est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne pouvait pas venir dans tous les cas parce qu'il devait se poser à l'aéroport Fiumicino, donc à l'aéroport de Rome, donc sur le territoire de Rome. Il aurait pu théoriquement être inquiété, voire arrêté. Donc c'était inimaginable qu'il vienne ici. Et alors cette image, quel que soit le résultat, encore une fois, est évidemment une victoire, petite ou grande, pour le président Zelensky, puisqu'il l'aura vu, encore une fois, avant le président Poutine, alors qu'il y a des rumeurs sur une possible rencontre Trump-Poutine qui pourrait avoir lieu, par exemple, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, également, rappelez que Steve Witkoff, son envoyé spécial, était à Moscou pour essayer de parler à Vladimir Poutine pour une 4e fois, pour essayer d'avoir véritablement leurs sentiments, ce qu'ils souhaitent pour ces négociations, puisqu'il y a eu ces frappes meurtrières à Kiev, et ça, Donald Trump ne l'a pas accepté, puisque dans le logiciel de Donald Trump, il y a une logique antimilitariste qui est bel et bien présente. Quand il y a eu ces mots sur la paix lors de ces funérailles du pape, il a acquiescé devant les caméras du monde entier pour montrer très clairement que c'est ce qu'il voulait au final. Avec nous, Claire Cambier, vous avez d'autres informations, d'autres précisions sur cette rencontre avant les obsèques. Il faut rentrer maintenant dans la chronologie plus exactement entre le président Trump et le président Zelensky. Oui, ça a été une rencontre en 2 temps. Imaginez, ils ne s'étaient pas vus depuis leur passe d'armes dans le bureau ovale fin février. Ils se sont donc rencontrés avant la cérémonie. Vous avez certainement vu ces photos qui ont été publiées par la présidence ukrainienne, montrant les 2 chefs d'État se faisant face, assis sur des chaises au beau milieu de cet imposant bâtiment. Photo improbable, mais on savait que cette cérémonie qui regroupait 180 délégations venues du monde entier était propice à des échanges entre les différents chefs d'État. Alors, ce sur quoi ils ont échangé, le président Zelensky a souligné qu'ils avaient évoqué la protection des vies ukrainiennes, mais également d'un cessez-le-feu complet et également d'une paix durable. On ne sait pas pour le moment s'ils ont pu échanger sur cet accord de paix proposé par les Américains, qui, vous le savez, n'est pas favorable aux Ukrainiens, puisqu'ils n'y gagnent pas grand-chose à part un arrêt des combats. À l'inverse, ils pourraient perdre la Crimée, perdre également les 4 oblasts qui ont été annexés unilatéralement par la Russie. En tout cas, les 2 chefs d'État ont tous les 2 indiqué que ces échanges avaient été constructifs. Échanges donc avant la cérémonie et qui se sont poursuivis après. D'ailleurs, le président Trump a retardé à peu près d'une 15aine de minutes son départ de Rome. Il devait à la base partir à 12h50. Il est plutôt parti aux alentours de 13h10. Échanges qui se poursuivent pour le président Zelensky, puisqu'il a également rencontré Keir Starmer, Emmanuel Macron, et il poursuit là actuellement des échanges avec le président français. Claire Cambier, Guillaume Colleoni, merci évidemment pour tous ces détails. En effet, échange en ce moment en cours entre Volodymyr Zelensky et le président français Emmanuel Macron. Darius Rochebain, à juste titre, disait que sans doute il faudra surveiller de près le réseau social Truth Social du président américain Donald Trump, souvent source d'informations importantes. Il donnera son sentiment. En tout cas, la Maison-Blanche a fait savoir que cette réunion était très productive, en 2 temps, c'est aussi important. Jean-François Boutor, CCI, spécialiste de la Russie et du catholicisme. D'abord, s'arrêter sur le symbole de cette photo. On est dans l'enceinte même de la basilique Saint-Pierre, prise avant le début des obsèques du pape François. Comment doit-on les décrire, de ces 2 hommes dont on se souvient un échange plus que houleux fin février dernier? Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, c'est un incroyable paradoxe, mais c'est la mort de François qui réunit ces 2 hommes. François n'a pas réussi à les réunir avant.
et il n'a pas fait exactement tout ce qu'il fallait pour les réunir. Il s'est trompé dans la méthode. Mais il aurait aimé le faire, sans doute. Il aurait aimé le faire, mais il s'y est pris maladroitement, on va dire. Mais en tout cas, c'est ça le paradoxe. Et c'est un autre paradoxe parce que ça se passe à Rome, et vu de Moscou, où Moscou prétend être, pour Kirill, la 3e Rome, c'est, d'une certaine manière, un affront. D'autant, j'ajoute que non seulement il y a ce tête-à-tête que jamais Trump avait souhaité. Il avait annoncé qu'il ne voulait pas rencontrer Zelensky. Et Zelensky avait même fait savoir que peut-être il ne se rendrait pas à Rome. Oui, mais parce que Trump avait fait savoir qu'il ne le recevrait pas. Absolument. Donc il faut bien préciser les choses. Or, on a cet entretien qui est dans des conditions tout à fait différentes de celui, évidemment, de la Maison-Blanche, et qui montre que Donald Trump ne peut pas faire sans Zelensky. Et ça, c'est absolument majeur, de même que ça montre qu'il ne peut pas faire sans la France et la Grande-Bretagne et Mme von der Leyen, c'est-à-dire sans les Européens. Et donc, en réalité, après une séquence où on nous a expliqué que Trump allait tordre le bras de tout le monde, que l'Europe n'était pas à sa place, qu'elle était impuissante, la démonstration qui vient d'être faite, c'est que l'Europe et Zelensky sont au cœur de la solution. Il n'y a pas de solution sans. Je vous interromps quelques instants, juste cette nouvelle image qui nous parvient. À chacun son tête-à-tête avec le président ukrainien. Là, c'est le président français, peut-être dans les jardins de l'ambassade de France. Paul, c'est un siège. Voilà, exactement. Oui, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé pour la précision. Ce tête-à-tête donc entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. À vous, sur le plateau, Michel Derzhansky, c'est quoi? C'est le signe que les choses avancent. Pour Donald Trump, il s'était donné 100 jours. 100 jours. Il a hier, une nouvelle fois, mis la pression sur Vladimir Poutine, sur Zelensky, pour conclure cet accord de cessez-le-feu. Quelque chose est-il en train de se passer, selon vous? Comment lisez-vous ces événements? Ce qu'a dit Jean-François Boutor est tout à fait juste. Donc je crois qu'aujourd'hui, on voit bien que la lecture de ces événements, c'est très difficile d'en donner une lecture linéaire, en ce sens que chaque jour, chaque heure, chaque semaine, il y a des rebondissements inattendus, imprévisibles. Voilà. La mort du pape François fait que les circonstances diplomatiques font qu'en un lieu particulier, dans une séquence particulière, les chefs d'État, hommes et femmes, se retrouvent pour rendre hommage au pape François. Et que là, c'était une occasion de pouvoir réunir les partis qui ont effectivement des différends. Après, la seule petite nuance que j'apporterais à ce qu'a dit Jean-François Boutor, mais c'est même pas une nuance, je dirais que c'est un complément en réalité, c'est que je crois que quoi qu'il en soit, l'Union européenne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, peut de toute manière dans ce scénario, bon an, mal an, bien ou mal articulé, s'imposer comme une architecture de sécurité pour l'Ukraine pour une simple raison. C'est que c'est l'Ukraine qui en décidera en tant que pays souverain. Et qu'à partir de ce moment-là, que l'administration Trump, aujourd'hui, le veuille ou ne le veuille pas, c'est simplement une entente entre des souverains, des États-nations souverains, qui décident ensemble de mettre ensemble des moyens de défense. Et là, que avec néanmoins, pardonnez-moi, je vous interromps, quelques bougées quand même, et on aura l'occasion d'en reparler ensemble, avec des propositions et des contre-propositions. Exactement. Moi, je ne parle pas sur les modalités, je ne parle pas sous la forme, je parle simplement sur le fond. C'est-à-dire que le fond de cette histoire est de dire simplement, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, Donald Trump est face à une impossibilité, c'est de défaire cette réalité qui est un pays souverain qui demain, oui, peut-être, va se retrouver avec un cessez-le-feu qui ne voudra pas, avec une Crimée, etc. On peut rentrer dans tous les détails. Il y a deux informations russes qui viennent de tomber. Pour autant... La rencontre prochaine... Non. Il y a deux informations russes très importantes qui viennent de tomber. Le Kremlin a annoncé à ce moment-là, sans doute pour faire écran du côté des Russes, que l'oblast de Koursk était complètement repris, et vient d'annoncer par la bouche de Gerasimov, et ça c'est pas rien, que Gerasimov admet la participation militaire des soldats de la République de Corée du Nord à la guerre contre l'Ukraine, pas à la guerre de la libération de l'oblast de Kursk. Donc il y a
au moment où il y a cette rencontre, Moscou veut internationaliser le conflit. C'est une prise de parole très importante. Et on va revenir évidemment sur ces prises de parole qui viennent de Moscou à l'instant. Vous faites bien de le souligner, mais d'abord place au terrain. On vous retrouve en Ukraine, Gwendoline de Bono. Comment est vue ces avancées, ces rencontres en cours avec le président Volodymyr Zelensky, avec le président Macron, avec le président américain, et puis évidemment des derniers propos de Donald Trump, notamment concernant la Crimée? Alors écoutez, pour les Ukrainiens, c'est très clair qu'à chaque fois qu'il y a un dialogue et qu'il y a ce soutien européen qui est montré à l'égard de l'Ukraine, ça compte ici. C'est important dans cette période qui est difficile parce que les Ukrainiens ont conscience que Donald Trump s'aligne sur les positions du Kremlin. Alors pour ce qui concerne la Crimée, et on l'a senti en discutant avec des civils, avec des officiers, c'est une ligne rouge pour les Ukrainiens très clairement. Parce que, pour une raison qu'ils évoquent tous, c'est que l'annexion de 2014 de la Crimée par la Russie, elle a ouvert la voie à ce que les Ukrainiens vivent aujourd'hui, à l'invasion russe de toute l'Ukraine. Donc reconnaître que de juré, c'est-à-dire en droit, la Crimée appartient à la Russie, ça, c'est une ligne rouge. Volodymyr Zelensky ne le peut pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait précisé que ce n'était pas quelque chose dont il pouvait discuter, que c'était inscrit dans la constitution ukrainienne. Une source nous disait que de toute façon, il aurait de graves problèmes si il faisait une telle concession, et même les membres de l'opposition ici ne le demandent pas. Les Ukrainiens ont conscience que dans cette période, il y aura sans doute des concessions à faire, mais à partir du moment où on les interroge sur la Crimée, la réponse est très simple. Ils vous disent donner la Crimée à la Russie, c'est tout simplement capituler. Gwendoline de Bono, en direct de la région de Kharkiv, en Ukraine. Merci infiniment pour ces détails et réactions. Retour à Rome, parce que c'est la question qu'on se pose ce samedi. La paix se joue-t-elle à Rome? Il y a eu ces obsèques du pape François et on apprend d'heure en heure ces rencontres bilatérales. Le président Volodymyr Zelensky et le président américain, le président ukrainien et le président français. On apprend aussi que Zelensky rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà, c'est la grande messe diplomatique qui se passe sous nos yeux. On le murmurait, on l'espérait peut-être, mais c'est en train de se passer, Margot et Darius. Oui, vu d'ici en même temps avec beaucoup de prudence, parce que réellement tout est possible et il ne faut pas sous-estimer chez les Américains, et on l'a vu à plusieurs reprises ces derniers temps, une forme de politesse qui est faite aux deux puissances nucléaires que sont la France et le Royaume-Uni. Ils sont obligés de les traiter, comme on dit, c'est-à-dire on a vu Notre-Dame, une très belle photo diplomatique, très forte photo avec président Macron, président Trump, président Zelensky, pas de résultat. Le résultat, ça a plutôt un résultat contraire avec des insultes de la part de Donald Trump. Même chose il y a quelques jours à l'Elysée, réunion très réussie par le président de la République, par M. Barrot, mais Witkoff est là, on ne sait pas très bien s'il se moque ou si c'est de second degré, il dit comme c'est beau, ça rappelle Mar-a-Lago, mais la semaine suivante, fini la politesse, il ne va même pas à la réunion de Londres et en quelque sorte il l'a fait en grande partie capoter. Donc à chaque fois il y a un grand espoir et puis ensuite une grande déception. J'ajouterai une chose incroyable, c'est que les États-Unis sont si nécessaires, ils sont si puissants qu'on voit à quel point la courbe de l'espoir remonte vite, c'est-à-dire les mêmes responsables politiques, notamment européens, qui disent il n'y a plus rien à attendre de Trump. Il suffit de cette photo pour qu'ils disent quand même peut-être qu'il y a de l'espoir, etc. Parce que la puissance du renseignement américain, de l'argent américain, de l'armée américaine sont telles qu'on se dit quand même s'il y a un peu d'espoir à reprendre, on est preneur. Mais on se rend compte aussi tout de même que cet engagement sur les minerais, c'était vraiment une excuse de la part de Donald Trump, que c'est devenu véritablement accessoire dans ce potentiel deal, dans ces négociations qui auront lieu très prochainement avec ces différents émissaires, peut-être en Arabie Saoudite, comme on l'a vu, puisque c'est le prochain voyage de Donald Trump. Mais à quel point cette partie sur les minerais, cet échange d'argent, cet argent que Donald Trump disait devait aux États-Unis l'Ukraine, c'est devenu une partie, une sorte de détail dans ce plan qui a été divulgué par Reuters, où ce n'est plus le cœur du sujet. Et là, on se rend vraiment compte des intentions de Donald Trump, c'est-à-dire un Donald Trump qui souhaite
réellement avoir le prix Nobel de la paix. C'est ce qu'il a en tête, c'est ce qu'on disait en coulisses dans les médias américains. On pouvait prendre ça sur le ton de l'humour, mais vraisemblablement, il s'agit d'une réelle volonté du président américain de peser dans ces nouvelles dynamiques diplomatiques, d'avoir un poids au sein même de ces nouveaux empires, ce retour des empires sur la scène internationale, et c'est véritablement ce rôle qu'il veut incarner. Vous savez, il y a aussi un espoir quasi psychologique. C'était très frappant chez les diplomates lors de la visite à Notre-Dame. C'est très frappant ici. La beauté de Rome, la beauté de Paris, le fait que pour beaucoup d'Américains, malgré tout, même ceux qui se sont tournés du côté du Pacifique, même ceux qui disent on n'a plus besoin de l'Europe, malgré tout, les racines sont ici. Il y a beaucoup d'Américains qui voyagent ici et qui sont conscients quand même que l'Europe n'est pas seulement une terre de tourisme, qu'une grande partie de l'histoire du monde s'est écrite ici, une très grande partie, et qu'une partie continue à s'écrire ici. Et moi, j'ai entendu beaucoup de diplomates dire quand même, Donald Trump, même s'il est à bien des égards anti-européen, il a des attaches en Europe. Melania Trump et lui ont voulu venir à Notre-Dame. Ils ont voulu venir et revenir à Paris souvent. Ils ont conservé un lien considérable avec le président Macron. Donc, malgré tout, toute la cérémonie du jour, Saint-Pierre de Rome, ça leur dit quelque chose. Notre-Dame de Paris, ça leur dit quelque chose. Et ce lien, disons, culturel, ce lien historique quasi originel qu'il y a entre les Américains et nous, on a quand même l'espoir que ça subsiste. Mais il faut voir tout de même si ça va au-delà des paillettes, Darius, puisque réellement, quand on voit Donald Trump arriver, où il se fait garant de la foi au sein même des États-Unis, est-ce que cela va durer dans le temps? Est-ce que ce n'est pas juste un moment suspendu dans le temps où les chefs d'État se réunissent, mais après ces prières, après ces moments de recueillement autour de la paix, eh bien, ces chefs d'État vont se diviser à nouveau sur la scène internationale, retourner dans leur pays, avoir des devoirs au sein même de leur société civile, et savoir si ces grandes discussions diplomatiques, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Proche-Orient, vont perdurer et vont devenir l'essentiel même de leur politique plutôt que la diplomatie interne. Ce que dit Margot est très important sur la dualité, l'ambivalence du rapport maintenant des Américains et nous. Et on entend beaucoup de diplomates face caméra être encore assez respectueux. Et dès que la caméra s'allume, il faut dire les choses, être assez méprisant pour l'Europe. Dire l'Europe, c'est devenu le lieu du tourisme. Les Américains qui ont un peu de moyens, un peu d'argent, adorent voyager à Paris, adorent voyager à Rome. D'ailleurs, c'est les deux villes qu'ils citent souvent le plus souvent. Et cette image illustre ça, mais c'est un peu une politesse de l'ancien temps. C'est un peu une politesse nostalgique. Et c'est pas vraiment de leur point de vue que l'avenir s'écrit. L'avenir s'écrira surtout contre la Chine et peut-être pour l'administration Trump avec la Russie. Darius Rochebin, Margot Haddad, merci infiniment et on vous retrouve évidemment tout au long de cet après-midi pour analyser ensemble ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Général François Chauvency, grande prudence dans l'analyse de Darius Rochebin, Margot Haddad quant à ce qui est en train de se jouer à Rome. La paix se joue-t-elle à Rome? Ils sont très prudents parce qu'effectivement il y a des rencontres par le passé qui n'ont au final pas donné grand-chose. Ce qu'on avait entendu auparavant méritait effectivement une très grande prudence, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des grandes envolées européennes sur l'avenir du conflit en Ukraine. Bon, il est temps de se calmer. On va attendre peut-être lundi, peut-être. Moi, je le dis au début de la semaine. On savait qu'on avait évoqué cette réunion entre Zelensky et Trump d'une manière potentielle. Comme on sait, la réaction de Trump d'un jour sur l'autre, il change d'avis. Il fait un tweet, comme vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure, qui change finalement les données d'un problème. Je me dis, il fallait peut-être mieux attendre lundi. J'avais dit ça il y a un début de semaine. Je persiste ici en disant, attendons lundi. Alors peut-être aussi l'avion, on n'en sait rien de cet après-midi. Pour voir ce qui va vraiment se passer, quelles sont les décisions qui vont être prises. Est-ce que vraiment Zelensky a réussi à convaincre Trump de modifier peut-être sa prise de position? N'oublions pas qu'au début de la semaine, Trump a dit 3 jours pour régler le problème. 3 jours, c'était hier. Donc on est samedi, donc on change encore un peu quelque chose. Il se donne, oui, jusqu'à la début de semaine donc prochaine. Maintenant, on passe à début de la semaine prochaine. Donc de jour en jour, ça avance. Donc je ne ferai aucun pronostic sur ce qui va se passer. Il y a quand même des plans de paix dont on peut dire ce que l'on veut, mais qui ont été publiés. Effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure sur la reconnaissance officielle par Gerasimov que des troupes nord-coréennes ont été employées à Koursk, mais aussi que Koursk a été reconquis dans sa totalité. Par l'armée russe. Par l'armée russe, tout à fait. Sans oublier quand même qu'une partie de l'armée russe est au nord de Soumy et a rejoint la grande route qui va de Soujda à Soumy. Donc il y a aussi une avancée sur le territoire ukrainien. Donc ça fait beaucoup de petits faits. Et mais d'un autre côté, il y a des contre-attaques ukrainiennes sur le terrain, notamment dans la région de Toretsk, de Pokrovsk. Donc il y a quand même une réaction sur le terrain. Donc faire des pronostics aujourd'hui
s'appuie sur la situation à la fois militaire, d'une part, qui n'avance pas beaucoup du côté russe, quoi qu'on puisse en dire, même si Koursk a été reconquise, et d'autre part sur les choix diplomatiques et surtout avec quelqu'un complètement d'imprévisible comme Donald Trump, je pense que ce serait prendre beaucoup de risques que de faire des pronostics. Jean-François Boutors, je vous vois acquiescer à... Oui, je suis parfaitement d'accord avec François Chauvency. D'abord, on ne règle pas en un quart d'heure, plus 25 minutes et quelques autres, un problème comme le problème ukrainien à Rome. Même si on peut avoir des rencontres symboliques importantes et qui changent effectivement le poids des choses, mais d'abord, pour faire la paix ou même pour trouver un accord de cessez-le-feu, il faut avoir deux belligérants qui veulent un accord de cessez-le-feu réel sur le terrain. On en est très 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 loin. Donc il faut raison garder. La paix n'est pas pour demain et peut-être pas pour après-demain et encore après. Mais sans parler de paix, pardonnez-moi, juste. Non, mais même le cessez-le-feu, même le cessez-le-feu. Comme l'a dit le général Chauvency, le rapport sur le terrain, il est, si j'ose dire aujourd'hui, moins pire pour l'Ukraine qu'il n'était il y a 4 mois. Parce que les Russes ont cassé beaucoup d'hommes, ils ont cassé beaucoup de matériel, et que ça les oblige à ralentir. Ils ne sont pas aussi en avancée qu'ils auraient voulu l'être. Ils n'ont pas atteint les objectifs. Rappelez-vous que quand ils ont gagné la bataille d'Avdivka, on nous a dit que Pokrovsk et Khamatovsk, c'était pour dans 3 semaines. On est loin de tout ça. Donc en fait, sur le terrain, ça bouge pas tellement, et d'une certaine manière, plus le temps passe pour l'instant, non pas plus les Ukrainiens peuvent l'emporter, mais plus ils sont capables de résister, et plus ils ont appris et pris les dispositions nécessaires pour tenir. Donc la perspective d'une victoire pour Vladimir Vladimirovitch, je veux dire, elle est loin. Et il y a un problème derrière qu'il faut rappeler, c'est le fait que le prix du pétrole est tombé. Le prix du pétrole est tombé. Et ça, c'est une donnée ? C'est une donnée fondamentale. Depuis le début de la guerre, j'ai dit... Si on veut vraiment arrêter cette guerre, on fait chuter très profondément le prix du pétrole et ça s'arrête. Parce que la Russie ne peut pas supporter un prix du pétrole, par exemple, à $40. C'était la catastrophe en Russie quand la situation était celle-là. Ben Salman ne l'a pas voulu à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Ça descend. C'est aussi l'effet de la politique erratique de Trump. Et juste, je termine là-dessus. La présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, il y a un peu plus de 15 jours, a fait une note pour dire « si ça dure, nous allons être dans une très grande difficulté ». Voilà. Voilà, information qui nous parvient aussi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a convenu de rencontrer le président américain Donald Trump, ce qui ne s'est pas produit, je parle sous votre contrôle à tous, mais depuis de très nombreux mois. Jean-Baptiste Noé, vous êtes historien spécialiste aussi du Vatican. Quand on voit ces images, juste arrêtons-nous parce que c'est aussi des images qui feront date, et que l'on voit le président français, le Premier ministre britannique aussi présent. Darius Rochebin avait une formule, décrivait le fait que certains diplomates décrivaient l'Europe comme le lieu où on fait uniquement du tourisme. Certains diplomates américains. On est, nous Européens, encore dans le jeu, néanmoins. Il y a eu ces rencontres et ces discussions. En fait, le Vatican a très bien compris que la religion, c'est aussi de la politique. Ouais. Et la politique, ça passe aussi par les symboles et ça passe aussi par les lieux. Donc c'est très important, cette photo dans cette basilique Saint-Pierre, qui est magnifique. Les fauteuils ne sont pas arrivés par hasard. Quelqu'un les a amenés. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts, qu'on était prêts à faire ça. Et donc le politique, ça passe aussi par les lieux, par les symboles. Et la diplomatie, c'est ça. C'est arriver, c'est comme une recette de cuisine. On a quelques petits restes, et avec ça, on va faire un plat qui va marquer les esprits. Et c'est exactement ce qu'a réussi à faire ce matin la diplomatie du Vatican avec la diplomatie française et anglaise. C'est faire d'un moment apparemment anodin, on se croise, en faire un moment politique majeur. Et aujourd'hui, Rome est remis au centre du monde. Il y avait d'ailleurs aussi un ambassadeur chinois qui était présent. Là, il n'est pas intervenu directement, mais il était présent, ainsi que la ministre russe de la Russie, enfin la ministre de la Culture de la Russie. Donc, Rome était vraiment le centre du monde. Ce n'est pas la fin de la guerre, mais c'est un moment important et un moment crucial. Oui, c'est important que vous souligniez cela. Ces fauteuils
ne sont pas arrivés là. Ils étaient prêts. Et donc, c'est-à-dire que ça a été préparé, qu'ils ont été choisis. La disposition des fauteuils aussi est importante. L'écart qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre pour donner une impression d'égalité. Quand on les voit, ils sont vraiment face à face. Ils ne sont pas côte à côte. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Donc, tout ça est éminemment pensé et très important en matière diplomatique. Michel Derzhansky, et on voit aussi cette image en parallèle de cette rencontre bilatérale entre le président français Emmanuel Macron. Vous le disiez. Je pense que l'ambassade de France prête Saint-Siège. Oui. A priori, ce sont les jardins de l'ambassade de France prête Saint-Siège. Et Volodymyr Zelensky, le président français, qui a cette semaine, en déplacement, tapé une nouvelle fois du poing sur la table en intimant le président Vladimir Poutine d'arrêter ses frappes. Parce que cette semaine a été aussi très meurtrière pour l'Ukraine, avec notamment des frappes qui ont tué dans la capitale ukrainienne Kiev. Oui, mais c'est ce que soulignait tout à l'heure Jean-François Boutor. Pour autant, même si les avancées de part et d'autre sur la ligne de front ne sont pas majeures, les frappes continuent, les bombardements continuent, les civils continuent de mourir, les enfants continuent d'être pris en otage. Bref, ce sont toutes les calamités de la guerre qui continuent. Et on a donc, je dirais, ce grand paradoxe, ce grand schisme entre, si je peux m'exprimer ainsi aujourd'hui, entre ce qui se passe à la cathédrale Saint-Pierre, où il y a effectivement cette rencontre avec tout ce cérémonial, avec cette préparation, et puis ce qui continue sur le terrain, c'est ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnaissance officielle d'une guerre, la reconnaissance officielle d'une internationalisation avec la Corée du Nord. Le fait que, en fait, tous ces signes sont des signes qui disent que la guerre continue. Donc moi, je crois qu'il faut aujourd'hui regarder ça avec des points qui, eux, sont intangibles. Et je crois que les points intangibles, ils sont les suivants. La Russie et les États-Unis, avec la gouvernance de Trump, reconnaissent l'un et l'autre qu'ils ont un déficit de puissance et qu'ils veulent conserver et retrouver cette puissance pour des questions complètement différentes. 2, que l'Europe aujourd'hui sera incontournable avec l'Union européenne si la volonté des peuples fait que Angleterre, France et Ukraine décident à un moment donné de s'accorder un moment de sécurité ensemble. Après, les formes, les modalités, etc., ce sera autre chose. Et que cela, ni les États-Unis, ni les Russes n'y pourront rien. Après, pour tout ce qui se passe en ce moment, comme le disait le général Chauvency, c'est très difficile à pouvoir faire du prédictif. Bien sûr. Ce qu'on peut dire, par contre, dans le prédictif, c'est qu'il y a aussi une autre chose qui est intangible. La Crimée est une représentation géopolitique en Ukraine, et la représentation géopolitique sont importantes. C'est quoi une représentation? C'est la façon dont dans la littérature, à travers les contes d'enfants, à travers la langue... D'un narratif, finalement, aussi. Ça va au-delà du narratif. C'est la façon qui vous imprègne et qui fait que vous pouvez dire, pour la Crimée, je suis prêt à mourir. Combien de temps et quand, peu importe, mais ça veut dire qu'il y a la volonté des peuples. Et tant que la volonté des peuples est là, capitulation ou pas, ça tient. Et la Crimée, justement, c'est important d'en parler, parce que le président américain, hier, dans une interview au Times, le dit en ces termes, le président Donald Trump, la Crimée restera avec la Russie. Zelensky le comprend, ce sont ses mots, et tout le monde comprend que la Crimée fait partie de la Russie depuis longtemps. Général Chauvency, tout le monde comprend cela. On entendait notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono dans la région de Kharkiv. La Crimée, ça reste une ligne rouge, même si... J'ajoute à cela quand même des propos des dernières heures du président ukrainien qui le dit « Je suis assez d'accord avec le président Trump pour dire que l'Ukraine n'a pas assez d'armes pour reprendre militairement le contrôle de la Crimée. » Mais l'objectif du président Zelensky, c'est de reprendre la Crimée sans se battre. Donc dans le cas d'un accord. Je vois mal aujourd'hui comment la Russie pourrait accepter qu'on lui impose, et je ne vois pas avec quels moyens, le fait de rendre la Crimée à l'Ukraine. Voilà, maintenant, vous évoquez, Michel, le narratif. Et oui, si vous focalisez sur le narratif, qui est une forme d'idéologie, sinon de propagande intérieure, en disant la Crimée est ukrainienne et reviendra à l'Ukraine un jour ou l'autre, fatalement, vous n'allez pas vers le sens de la paix. Parce que ça veut dire que toute négociation, finalement, prévoit par anticipation le retour de la guerre le jour où l'Ukraine serait capable de reprendre la Crimée. Mais je crois qu'on en est là. Voilà. En réalité, on en est là. Je pense que ce qui va se dessiner, c'est ça. C'est-à-dire, on est en train de dessiner la deuxième partie d'une future guerre à moyen long terme. C'est ça qui est en train de se dessiner. Ce qui veut dire qu'on va être à un niveau de cessez-le-feu, mais pas de négociation. Que le terme de négociation, qui veut dire traité de paix, ne sera pas signé. Il n'y aura pas de traité de paix. Il y aura peut-être un gel des combats,
un modus vivendi, avec des choses qu'on a reconnues de juré et ou de facto, selon les cas, et finalement une paix armée qui va durer 10, 20, 30 ans. Mais il me semble bien que le président Zelensky l'avait évoqué il y a quelques années, que de toute façon, tôt ou tard, ces parties de l'Ukraine occupées par la Russie reviendraient à l'Ukraine. Maintenant, très bien, on dit ça d'un côté, 36 millions d'habitants, peut-être avec l'Union européenne derrière qui n'est peut-être pas prête de faire la guerre, et de l'autre côté la Russie, pour l'instant 140 ou un peu moins, avec une forte démographie, enfin une démographie qui baisse, qui se préparera donc à la guerre future. Ce qui veut dire que c'est une solution qui devient insoluble, ou alors on va prendre l'exemple qui a été souvent cité sur ce plateau, Corée du Nord, Corée du Sud, une ligne de démarcation qui dure pendant 70 ans. Bon, il y a un moment, on peut quand même se poser des questions sur la finalité. Et nous, quand même, là, on est directement concernés en tant qu'Européens. Est-ce qu'on va pouvoir accepter sur le territoire européen qu'il y a une potentialité de guerre future, et est-ce que, puisqu'on va tous se réarmer d'ici 3 à 5 ans, est-ce qu'on sera capable de l'assumer psychologiquement, émotionnellement, politiquement et économiquement? On évoquera d'ailleurs ce qu'il se passe dans les prochaines minutes sur ce qui se passe en OTAN. Pardonnez-moi, on vous a... Non, je disais, vous avez tout à fait ça, il y a le cas de Chypre. Chypre, ça fait 40 ans qu'il y a l'île est divisée en deux, on est dans l'Union européenne, et pourtant on a le Nord qui est officiellement occupé par un État un peu curieux, soutenu par la Turquie. Et on voit bien que c'est un problème qui n'a pas été résolu. Nathalie Chrin, juste sur les propos du président ukrainien, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce que, question peut-être à tous aussi, un peu naïve de ma part, mais je la pose quand même, vous y voyez de votre part, de votre point de vue, un bouger de la part des Ukrainiens? Je parle du président ukrainien, je parle aussi du maire de Kiev, alors qu'on reçoit en ce moment même, on avait les photos, maintenant la vidéo, regardez au sein de cette basilique Saint-Pierre, juste avant la messe des obsèques du pape François, de cette rencontre donc informelle. On a l'image, nous n'avons pas le son, on aimerait entendre ce qu'ils se disent, peut-être que ça viendra un peu plus tard. Il y a 3 photos qu'on retire. Et effectivement, un fauteuil est retiré. Il y avait pour Emmanuel Macron, visiblement, il y avait 3 fauteuils, visiblement, un pour Emmanuel Macron qui a été habilement retiré pour n'en laisser que 2. Sans doute le souhait, quoi, peut-être du président Trump de se retrouver justement en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky, Jean-François Boutors. Visiblement, du moins, je pense qu'en fait, ils avaient prévu en disant on met le maximum de couverts et on en retire pour ajuster, comme ça au moins on est sûr que personne il ne manquera pas de fauteuil. Ouais, Jean-François Boutors sur ce point aussi. C'est vrai, dans le détail de l'image, un fauteuil est retiré, en effet. Oui, mais on peut avoir toutes les interprétations et on n'a pas les clés. Parce que peut-être que l'objectif d'Emmanuel Macron, c'était d'amener cette rencontre en tête-à-tête et donc de se retirer. Et qui, après avoir amené là, il dit je m'en vais. Et on peut avoir tous les... Très sincèrement, tout peut s'interpréter. Moi, je ne mettrai pas 100 $ pour dire que c'est dans un sens ou dans l'autre. Nathalie Chrin, je vous ai pas donné la parole. Juste sur le bouger, vous sentez quelque chose qui est en train de se passer quand on entend certains responsables ukrainiens ces dernières heures? Moi, ce qu'on oublie à chaque fois, c'est que le peuple ukrainien, il a aussi son avis. C'est pas 2 personnes là qui vont se mettre d'accord. Il y a aussi tout un peuple ukrainien qui n'a pas envie de. On peut pas dire rendre la Crimée, parce que la Crimée, je vous le rappelle, avait déjà signé pour se rattacher à l'Ukraine qui devenait indépendante. Ça, d'une part. D'autre part, la Crimée avait déjà un statut un peu à part dans l'Ukraine. Elle était un peu autonome. On oublie aussi la population d'origine, les Tatars, qui se sont en plus réfugiés, enfin en tout cas le comité représentatif des Tatars s'est réfugié en Ukraine. Donc on oublie aussi toutes les populations qui ne sont pas du tout prêtes à lâcher des territoires, même Luhansk, Donetsk, etc. Ce sont des os de nos ancêtres qui sont enterrés là. On n'abandonne pas sa terre, d'autant plus que la Russie, une fois que la terre est prise, elle ne la rend jamais. Et on va retrouver une nouvelle fois Darius Rochebin, Margot Haddad. On vous retrouve à Rome, alors que l'on a reçu il y a seulement quelques minutes ces images après les photos de cet entretien entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Les invités ici sur ce plateau soulignaient à juste titre que 3 fauteuils, peut-être pour le président français, avaient été installés et qu'au dernier moment, un dernier fauteuil a été enlevé. Est-ce que vous avez des détails peut-être ou de la coulisse de ce tête-à-tête organisé juste avant les obsèques du pape François ?
nous n'avons pas de détails sur la coulisse, mais ce qui est certain, c'est que, et ça on l'a appris déjà en amont, le rôle personnel d'Emmanuel Macron a beaucoup joué. Emmanuel Macron est un des rares acteurs européens qui parle autant à Trump, très souvent au téléphone, plusieurs fois dans la semaine parfois, et donc ce lien privilégié a certainement compté énormément dans l'organisation de cette rencontre. Quoi qu'il arrive, le président des États-Unis d'Amérique ne peut pas refuser au président français de faire ce geste d'avoir rencontré Volodymyr Zelensky sans qu'on sache pour l'instant le résultat que ça peut donner. Sans intermédiaire également, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand les deux chefs d'État s'appellent, Donald Trump et Emmanuel Macron, ils s'appellent sur leur téléphone portable, comme si vous appeliez votre ami. Et ils se parlent et souvent Steve Witkoff est d'ailleurs en coulisses pour écouter ces conversations-là, alors qu'on pourrait penser que Elon Musk aurait été un personnage privilégié ou J.D. Vance, son vice-président, mais non, c'est Steve Witkoff qui se trouve souvent aux abords de cette conversation. Autre élément extrêmement important, c'est de rappeler à quel point la Crimée est un point de friction entre les chefs d'État, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, à quel point la Crimée incarne ce joyau de Vladimir Poutine qu'il ne veut pas lâcher. J'entendais sur le plateau, quand la Russie prend un territoire, il ne la rend jamais. Et ça, c'est une vérité, puisque j'étais en Crimée il y a quelques mois, et on peut voir à quel point la russification de ce territoire s'est faite à vitesse grand V, avec des musées sur l'histoire russe, avec une identité ukrainienne qui a été complètement effacée de ce territoire. On le voit à partir du pont de Kerch, quand on traverse cette frontière, quand on traverse ce pont, on arrive véritablement dans une péninsule qui a été russifiée, avec des restaurants ukrainiens, avec la nourriture locale ukrainienne, mais plus aucune identité réelle ukrainienne comme une identité nationale. Mais également les Tatars dont vous parliez à l'instant sur ce plateau, ce sont des Tatars pro-Poutine, des Tatars pro-russes, avec cette télévision d'État tatare qui existe pour parler à cette minorité sur la péninsule de Crimée, mais qui ne mentionne jamais l'identité ukrainienne. La Crimée est la grande affaire, et on sait que dans cette rencontre Trump-Zelensky, assurément, ça a été un point extrêmement central, avec un intérêt du point de vue de Trump. Et Trump ne fait pas de cadeau. S'il a accepté ce moment, bien sûr, c'est par égard sans doute pour le président de la République, c'est par égard sans doute pour Keir Starmer, même si lui, il a un certain mépris à son égard, mais c'est aussi parce qu'il y trouve un intérêt. Et s'il pouvait obtenir de Zelensky qu'il bouge un peu sur la question de la Crimée, évidemment, ce serait un acquis pour Donald Trump, qui a promis, on le sait, de régler si vite. Il avait parlé de 24 heures après de 100 jours. Donc il a quelque chose, même lui, même le président Trump a quelque chose à obtenir du président Zelensky. Ce qui semble quand même très difficile, parce que la position de dire la Crimée sera en droit russe est intenable pour les Ukrainiens. Qu'elle soit occupée par la Russie pendant un certain temps, certains Ukrainiens eux-mêmes le disent. Vous savez, ils font la comparaison avec ce qui est arrivé avec l'Alsace entre 1870 et la Première Guerre mondiale. Mais l'idée qu'en droit, que définitivement, que pour l'éternité, elle passe dans le giron russe, ça c'est évidemment inimaginable. Mais il faut souligner également, Darius, l'absence d'un des grands Européens. Ce sont les Allemands. Les Allemands qui n'étaient pas présents lors de cette photo avec Emmanuel Macron et Keir Starmer. Alors on sait qu'ils sont dans un entre-deux, avec notamment cette passation de pouvoir entre Olaf Scholz et Friedrich Merz, qui essaient tant bien que mal d'avoir une coalition. Et détestés encore plus par Trump. Alors là, dans l'ordre de la détestation, les Allemands, ils sont très très hauts. Mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens ont besoin des Allemands pour taper ce pont de Kerch et pour récupérer la Crimée avec ces fameux Taurus. Et on a vu Boris Pistorius, que vous avez vous-même interviewé, Darius. Boris Pistorius qui était plutôt allant pour donner ces Taurus à l'Ukraine et qui désormais émet des doutes sur la scène publique. Entrons plus exactement, plus avant dans le détail de ce qui s'est passé. Hélène Bonnet. Oui, alors on voit que la diplomatie en marge de ces funérailles marche à plein, puisqu'il y a eu cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Ça a bien sûr été révélé de part et d'autre par le directeur de la communication de la Maison-Blanche, mais aussi par le camp ukrainien. On voit ces deux hommes qui se parlent, évidemment, avec ces images, cette mise en scène qui est montrée de cette rencontre. C'est la première qui a lieu entre le président Donald Trump et Volodymyr Zelensky depuis l'altercation
à la Maison-Blanche, était visiblement présent à la suite de cet échange. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, mais également le président Macron. Et la presse ukrainienne précise que ce sont bien les Européens qui ont fait pression pour que cette rencontre puisse avoir lieu dans un contexte où Donald Trump négocie cette paix entre l'Ukraine et la Russie, mais est accusé de donner des avantages à Moscou par rapport à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, lui, qualifie cette rencontre de constructive. Il estime que c'est une rencontre symbolique, mais qu'elle pourrait parvenir à un résultat historique si les deux camps parvenaient à des points communs. C'est un langage diplomatique. On ne sait pas encore exactement quel pourrait être le bouger de part et d'autre, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les rencontres se prolongent puisque Emmanuel Macron, lui, s'est ensuite entretenu avec Volodymyr Zelensky. On ne sait pas si la rencontre à l'heure actuelle est terminée, mais on voit que c'est les Européens, en tout cas, mettent tout leur poids, tout leur effort pour que le dialogue continue et pour faire avancer le point de vue ukrainien. Hélène Bonnet, Thibaut Bruck en direct de Rome, merci pour ces dernières précisions. Effectivement, l'Europe qui met tout son poids, on apprend aussi que c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui doit également s'entretenir avec le président ukrainien dans l'après-midi. On apprend une confirmation, on supputait peut-être une deuxième rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Finalement, elle n'aura pas lieu, il n'y aura pas de deuxième entretien entre Zelensky et Trump, c'est la présidence ukrainienne qui le fait savoir il y a quelques instants seulement aux agences de presse. Jean-François Boutors, sur la question, je crois, de la Crimée, sur laquelle vous vouliez revenir. Sur la Crimée, je voulais surtout ajouter un élément concernant Donald Trump qu'il ne faut pas oublier pour compléter le tableau. Parce que Donald Trump, il est dans une situation particulière en politique intérieure. Il vient d'être obligé de plier sur les droits de douane. Il a été sommé par les grands patrons du commerce, notamment Walmart, de céder sur les droits de douane. Il a donc cédé devant la Chine. Il a cédé sur le président de la Réserve fédérale, qu'il annonçait qu'il allait virer et qu'il ne vire plus. Et il est dans une guerre de plus en plus dure avec la justice américaine. Et les sondages montrent un président américain plus impopulaire que jamais. Et donc, en fait, il est sur le recul lui-même. Et donc, il a besoin, de manière forte, de trouver un petit succès pour pouvoir dire qu'il y arrive quelque part. Et donc, la nécessité de trouver un compromis va être là. Simplement, on parle de la Crimée comme une concession inacceptable pour les Ukrainiens, mais il faut dire aussi que je pense que pour les Européens, ça va être inacceptable parce que la question du respect des frontières, des traités internationaux, etc., c'est une question capitale. Si on cède là-dessus, alors, on peut trouver des accommodements sur l'évolution du statut dans l'avenir. Mais dire c'est de droit de jurer territoire russe, c'est dire demain, la Moldavie sera peut-être territoire russe. Demain, au fond, l'Estonie pourrait redevenir territoire russe. Demain, une partie de la Finlande pourrait être territoire russe, etc. Oui, les Européens ne peuvent pas accepter ça. C'est impossible. Michel Derzhansky, sur justement ce que soulève Jean-François Boutors, la situation politique sur le plan de la politique intérieure de Donald Trump, très affaibli, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas les sondages ne lui sont pas favorables du tout. Il a besoin, en ayant promis qu'il réglerait ce conflit en 100 jours, il a besoin de résultats, il a besoin ne serait-ce que du début de quelque chose, d'un accord. Ça fait partie aussi de ses impératifs pour lui. Enfin, moi je pense que sur la politique interne américaine, le thermomètre, c'est l'économie. C'est pas ce qui va se passer à l'international. S'il y a la cerise sur le gâteau à l'international, pourquoi pas. Vous pensez que ses électeurs, son électorat, ne fera pas le reproche. Ce que regarde aujourd'hui l'électorat américain, c'est son portefeuille. C'est comme ici le pouvoir d'achat. Il s'infléchit ou il ne s'infléchit pas. Il y a de l'inflation ou il n'y a pas de l'inflation. Les retraites sont soutenues ou ne sont pas soutenues. Là, le risque qu'il y avait, c'était le risque inflationniste, 2, baisse du pouvoir d'achat, 3, les retraites qui étaient attaquées par les fonds qui s'effondraient parce que la bourse était itératique. Donc je crois que c'est là-dessus que les Américains ont bougé. C'est pas sur la question ukrainienne. On sait que sur les questions internationales, soit l'Ukraine, le Moyen-Orient, peu importe. Je crois que ça joue à 3% pour les Américains. Donc c'est pas ça qui est un enjeu. Après, c'est plus un enjeu personnel, je dirais d'hubris personnel pour le président américain aujourd'hui, de s'affirmer sur la question internationale, et que peut-être que la seule chose
où là, il peut gagner des points à la fois sur le plan international et sur le plan national. C'est les terres rares, c'est l'exploitation de ces fameuses terres rares. Quand, comment, pourquoi, à quelle finalité et combien ça va rapporter sur du long terme. Et Trump, hier encore, sur son réseau social, mettait la pression sur l'Ukraine en disant ils n'ont pas encore signé ces documents. Très sincèrement, je pense que pour les Américains aujourd'hui, qu'ils soient conservateurs, qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient républicains, c'est la question économique. Et que, de toute manière, il ne faut pas se faire d'illusions. Les prochaines élections qui auront lieu de mi-terme aux États-Unis, ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer sur l'inflation et sur la question économique. Ça ne se jouera pas sur la question ukrainienne. Jean-Baptiste Noé, juste sur cette grand-messe diplomatique qui se joue en ce moment à Rome. Parenthèse, encore une fois, ces images assez dingues quand même. On est au sein de la basilique Saint-Pierre, à quelques minutes du début des obsèques du pape François. Aurait-il apprécié, justement, François, que le jour de ces obsèques se joue aussi un mini-sommet international informel? C'est un peu le couronnement de ses 12 ans de diplomatie, parce qu'il a tout fait pour que ce sommet puisse avoir lieu, notamment à Rome. Il a tout fait pour que la rencontre puisse avoir lieu, et ça n'a pas réussi. Donc finalement, que c'est eu lieu le jour de ses funérailles, à quelques minutes du début, c'est un peu le couronnement de 12 années consacrées à tenter de permettre la paix à travers le monde. Lui qui ne s'est aussi jamais rendu en Russie, vous le soulignez, Jean-François Boutor, ni en Russie, ni en Ukraine. Oui. Ni en Ukraine, effectivement. Alors qu'il y a 5 millions de gréco-catholiques, dont moi d'ailleurs, et que des prêtres gréco-catholiques sont tués sur les champs de bataille aussi. Et j'ajoute aussi, vous savez que la première université qui a été créée à Kiev, 1632, l'université Maïla, qui a été restaurée, recréée après l'indépendance, cette université, elle était faite sur le modèle des universités jésuites et on y parlait latin. Oui. Ouais, effectivement, Général François Chauvency, sur ce qui est en train là de se dérouler. Kadi Adoumdouaz va nous rejoindre dans quelques minutes pour évoquer aussi ce qu'on peut considérer comme une avancée de cette proposition des Américains, d'un plan et d'une contre-proposition ukrainienne aussi. Je parlais tout à l'heure de bouger, parce qu'effectivement, dans ces documents, c'est plus ou moins vague. Il y a une volonté peut-être d'être moins sur les demandes ukrainiennes, moins arc-boutée peut-être. Est-ce que là aussi vous y voyez une évolution ? Je vois surtout que c'est d'abord des propositions qui sont ukraino-européennes. Donc il y a une contribution, on parlait beaucoup de l'Europe depuis tout à l'heure, il y a une contribution européenne d'être partie prenante finalement à la négociation. Et je suis tout à fait d'accord en disant que Trump ne pourra pas rien faire sans les Américains en Ukraine, parce que c'est pas lui qui va y mettre les soldats, c'est pas lui qui va assurer l'architecture de sécurité, ce seront bien les Européens. Donc il est quand même un peu normal qu'on soit enfin mis autour de la table sous une forme ou sous une autre. Je vois quand même une petite parenthèse sur les frontières. Je suis entièrement d'accord avec vous, Jean-François, sur les frontières dont il faut se méfier, qu'il faut respecter. Mais n'empêche que le Kosovo est un exemple, à mon avis, qui a montré qu'on était capable de remettre en cause l'intégrité de la Serbie en donnant le Kosovo, en faisant un État. Mais ça, il n'y a pas un État qui a pris le Kosovo. Désolé. L'OTAN y a quand même contribué largement. J'y étais. Donc le Kosovo n'est pas devenu l'État de l'OTAN. L'Albanie n'a pas conquis le Kosovo. Le Monténégro n'a pas conquis le Kosovo. Les frontières ont été remises en cause. Les frontières ont été remises en cause de manière flagrante. Ce qui explique pourquoi la Russie n'était pas d'accord et pas très contente. Oui, dans le cadre d'une déclaration d'indépendance, c'est pas une conquête. Ça fait une grosse différence. Vous devriez le savoir. Non. Je pense que vous jouez beaucoup sur les termes et que ce n'est pas très correct. Ensuite, sur un autre sujet, de toute façon, concernant ces rapports avec justement ces échanges qui ont eu lieu à Rome, quand même, il y a un article qui est sorti de Washington Post ce matin évoquant quand même un contrat d'armement de 50 milliards d'armements américains que l'Ukraine pourrait acheter justement aux États-Unis. Donc on parle de deal économique, d'intérêt économique. Ça veut dire aussi, quand on lit l'article dans son intégralité, que c'est aussi permettre aux ouvriers américains de travailler et de développer l'industrie. Il y a quelques intérêts en effet en jeu. Ne soyons pas naïfs sur les objectifs géopolitiques, soyons plutôt tout à fait cohérents, et là je suis d'accord avec vous, je dirais, et conscients qu'il y a des intérêts économiques majeurs, notamment pour Trump, parce que l'industrie d'armement est un acteur majeur de l'industrie américaine. C'est un outil d'influence à l'extérieur, mais surtout ça donne des emplois et ça donne une prééminence aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je crois que ça rentre aussi dans ligne de compte. Ça, peut-être qu'ils en ont parlé ce matin. Oui, ça fait effectivement peut-être partie de ces discussions. On aimerait, et c'est vrai qu'on est un peu frustrés, on a eu les photos, on a désormais les images, mais on n'a pas le son, Michel Derzanski. Quand je posais la question au général sur, je disais, c'est bouger, il y a aussi d'autres paroles et prises de position de la diplomatie européenne. Je pense à Duda, le président polonais, qui ces dernières heures disait aussi, chacune d'entre elles, les parties, devra d'une certaine manière faire un pas en avant. L'Ukraine devra également se retirer dans une certaine mesure, car c'est probablement ce qui se produira. C'est la première fois que cela est dit comme ça.
Mais encore une fois, mais ce qu'a dit le général et ce qu'a dit Jean-François Boutor tout à l'heure, je crois qu'il faut se rendre, ou même ce qu'a dit tout à l'heure Darius Rochebin, en prenant cette métaphore, comparaison n'est pas raison, mais cette idée de 1870 où la France perd l'Alsace et la Lorraine, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 14 et puis il y a eu 1940. Et moi je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a des facteurs qui sont immuables. Autrement dit, la question économique pour les Américains est incontournable, qu'elle se joue à l'extérieur ou à l'intérieur du pays pour l'économie, et que ce qui a été souligné en termes d'armement est crucial. Que pour les Européens aujourd'hui, le fait qu'en France, on commence à rouvrir des mines, d'accord ? Des mines, ce qui était invraisemblable d'un point de vue écologique. Ça veut dire que notre volonté est partie aujourd'hui pour aussi se donner les moyens de faire de l'armement. Et moi, ce que je crois, et je le répète, et je me répète, c'est de dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle tournure prendra ce consensus, je ne sais pas ce qui s'est dit, on peut l'envisager, on peut le supputer, etc. Mais ce que je vois se dessiner, c'est simplement que sur du moyen-long terme, on va vers une confrontation. Je ne sais pas de quelle nature elle sera, mais elle sera là. Parce que les frustrations qui seront soit du côté russe et ou du côté ukrainien conduiront inévitablement à cette confrontation. Et que la véritable question, c'est est-ce qu'à moyen-long terme, l'Union européenne ou les pays de l'Europe, qui constituent l'Europe d'un point de vue en termes d'État-nation, prendront cela en considération en termes de jeu de puissance et arriveront d'ici une dizaine à une quinzaine d'années à être suffisamment armés, je dirais à la fois en termes d'État-nation, c'est-à-dire d'un point de vue de l'état d'esprit et de l'architecture militaire, pour faire face à ce scénario. Et je me demande même si aujourd'hui, dans les états-majors, on n'est pas déjà en train d'envisager ce type de scénario. Sur ce plateau, Kadi Adoundouas nous a rejoint, alors que l'on voit en boucle ces images de cette rencontre, Kadi, qui s'est jouée juste avant les obsèques du pape François, cette rencontre entre le président américain et le président ukrainien, ce tête-à-tête, dans le sens figuré comme dans le sens propre. On sait que l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky en tête, a fait une contre-proposition à une proposition américaine de plan de paix. Peut-être en a-t-il été question lors de cet entretien. Que contient cette contre-proposition et ce plan proposé par Kiev ? Alors Marie, ce sont nos confrères du New York Times qui ont diffusé cette information ces dernières heures. Le constat, vous allez l'entendre, eh bien, c'est que la position ukrainienne, elle semble évoluer, alors qu'il est notoire que Volodymyr Zelensky avait été très ferme sur la plupart des revendications. Il ne souhaitait pas céder un pouce de terrain, notamment à la Russie. On a l'impression, là, cette fois-ci, en lisant cette contre-proposition, qu'une porte est en train de s'entrouvrir pour la première fois. Alors, primo, il demande le maintien de la souveraineté militaire. Donc on ne touche pas à l'armée ukrainienne. Contrairement à certaines propositions qui limitaient les capacités militaires de l'Ukraine. Ensuite, il demande une garantie de sécurité internationale, à savoir le déploiement d'un contingent de sécurité européen qui serait soutenu par les États-Unis sur le territoire ukrainien pour garantir évidemment la sécurité vis-à-vis de la Russie. Et ensuite, l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer tout simplement la reconstruction du pays, qui a été évidemment très endommagé par cette guerre en Ukraine. Ce qui est troublant, Marie, c'est ce flou, voire cette absence en fait de mention explicite sur la récupération intégrale de la souveraineté de l'Ukraine, des territoires occupés par la Russie, et notamment évidemment la Crimée, ou même d'une quelconque exigence vis-à-vis de l'OTAN, par exemple. Effectivement, ce qu'on évoquait ensemble, peut-être c'est bouger ukrainien, on aura l'occasion d'en reparler. Cette contre-proposition qu'a dit ukrainienne, elle répond à un accord de paix avancé là aussi par les Américains, jugé bien trop favorable aux Russes. Oui, c'est ça, concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors Marie, la Russie en fait obtiendrait dans cet accord de paix concocté par les Américains ces différents points. D'abord, un gel de la ligne de front. Et de fait, la reconnaissance des 4 régions occupées actuellement par la Russie, quasiment intégralement. Il s'agit des régions de Luhansk, Donetsk, Kherson ou encore Zaporijjia. La reconnaissance en droit de la Crimée qui deviendrait russe, avec toujours ce plan concocté par les Américains. Pas d'adhésion donc de l'Ukraine à l'OTAN. En revanche, ils accepteraient que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Et puis, un point important, la levée des sanctions infligées à la Russie depuis 2014. En 2014, donc l'annexion par la Crimée. Et puis dernier point, Marie, qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est le cas de Zaporijjia, puisque Zaporijjia fait partie de ces régions, une fois que signé le gel de la ligne de front, qui serait russe. Et bien cette fois,
la centrale nucléaire de Zaporijjia serait en territoire ukrainien, mais exploitée par les États-Unis, l'électricité étant fournie cette fois à la fois aux Russes et aux Ukrainiens. Merci beaucoup Kadi pour toutes ces précisions. On retourne à Rome. Vous retrouvez Darius Rochebin, Margot Haddad. On l'a appris, on a eu cette confirmation. Il n'y aura pas de deuxième rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Donald Trump qui, semble-t-il, selon plusieurs agences, est en route pour les États-Unis. Il a repris son avion et quitté Rome. Ce qui est en train de se passer, c'est aussi fondamental pour le président américain, dont les sondages sont extrêmement mauvais sur le plan intérieur. Et il s'est donné ces 100 jours. Et on arrive au bout de ces 100 jours pour régler ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Oui, au bout de ces 100 jours, mais ça vous montre à quel point les lignes de la politique intérieure américaine peuvent faire bouger également la diplomatie américaine. Puisque là, clairement, ce qu'envoient comme message les sondages, c'est de dire à Donald Trump qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, que sur la scène économique, mais également migratoire, eh bien, il a manqué à ce qu'on lui avait demandé, à son devoir, et que les personnes qui ont voté pour lui ne reconnaissent plus le personnage qu'il voulait élire et mettre au pouvoir. On le voit dans les sondages, mais on le voit également au Congrès, avec des scissions au sein même du Parti républicain, avec ceux qui avaient soutenu Donald Trump, qui désormais affichent une position beaucoup plus nuancée sur le sujet de l'Ukraine et de la Russie, mais également sur le sujet de la politique économique. Lorsqu'il y a eu cette adoption de ce budget au Congrès il y a à peine quelques semaines, il y a eu cette division affichée au grand jour de ces républicains qui ne voulaient pas voter au premier tour pour les propositions de l'administration Donald Trump, en organisant une certaine fronde à l'égard de Donald Trump pour montrer que là, réellement, il y avait un problème dans la politique du président américain, Darius. On est dans un moment, effectivement, où Volodymyr Zelensky a une marge. Elle n'est pas grande, mais il a une marge. Vous voyez sur les images comment Emmanuel Macron, en particulier, pousse littéralement Zelensky en direction du président Trump. On peut dire qu'en grande partie, le président français a politiquement sauvé le président ukrainien qui était en très mauvaise passe il y a quelques semaines encore. Aujourd'hui, il a une force de survie, Zelensky. Rappelez-vous, c'est l'homme qui a survécu à février 2022. Il y a un mot de Mauriac qui est très beau qui dit c'est dur à abattre un homme s'il n'y consent. Zelensky, c'est l'homme qui résiste. Il a su résister à beaucoup de choses et maintenant, visiblement, sa stratégie est de coller le plus possible à Trump. Trump l'insulte, il avale la couleuvre. Trump dit des choses qui sont inacceptables, notamment le fait que la Crimée pourrait devenir russe en droit. Il avale la couleuvre, il avale beaucoup de couleuvres sans accepter pour autant, mais il se dit, en étant là, en continuant, en tentant ma chance, il y a des compromis qui peuvent être trouvés. Et par exemple, c'est ce qui est en train de naître sous nos yeux, un compromis possible sur la question des troupes au sol. Moscou semble avoir bougé, Trump semble aussi avoir bougé. Au fond, Trump dit, tant que ce sont des troupes européennes, ça n'est pas tellement mon affaire. Et là, il peut y avoir une forme d'accord entre les Européens, Zelensky, Trump et peut-être même les Russes, mais évidemment tout ça est beaucoup en direction de la politique intérieure américaine et nous avons avec nous Axel Monnier. Oui, effectivement. C'est une rencontre qui a duré une quinzaine de minutes entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Une rencontre qui a été jugée constructive par les équipes de la Maison-Blanche, de même que par les équipes de Volodymyr Zelensky lui-même. Et effectivement, c'est une petite surprise. D'abord parce que Donald Trump et ses équipes avaient prévenu qu'il n'aurait pas le temps d'avoir de rencontres bilatérales lors de son passage à Rome à cause de la brièveté de ce voyage et surtout de la solennité du moment. Mais évidemment, les enjeux sont très importants en ce moment et pour la première fois depuis la célèbre altercation Mondiovision ici même à la Maison-Blanche dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, eh bien, les deux hommes se sont parlé, reparlé, tout un symbole, surtout que les images, elles sont spectaculaires. Quelques minutes seulement avant le début des obsèques et à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome. On sait cette semaine que les États-Unis ont mis énormément de pression à la fois sur Moscou et sur Kiev pour essayer de leur dire qu'en fait, s'il n'y avait pas d'avancée concrète très prochainement dans ce processus de paix, les Américains se désengageraient. Alors,
on le sait aussi, ce plan américain risque de venir avec de larges concessions territoriales, mais aussi sur l'exploitation des ressources minières de l'Ukraine. Est-ce que Volodymyr Zelensky est prêt à toutes ces concessions? Eh bien, on le saura probablement dans les prochains jours, alors que le président Trump est déjà sur la route du retour ici, vers les États-Unis, vers Washington. Axel Monnier en direct de Washington, merci infiniment pour tous ces détails. Il sera aussi très, très utile de scruter avec grande précision sans doute le réseau social du président américain Truth, qui est une mine d'informations en tout cas où il se délecte de plusieurs déclarations successives. Ça vous fait sourire, Jean-François Boutors, mais c'est vrai que c'est là où il réagit de manière très régulière et spontanée. Et sans doute depuis son avion, depuis Air Force One, aurons-nous une réaction du président américain quant à cet échange avec le président ukrainien? Il est capable de faire changer de couleur, si j'ose dire, ce qui vient de se passer avec un tweet incendiaire. Je voudrais juste dire deux précisions sur ce qu'a dit Darius, parce que Darius, il y a deux imprécisions. Zelensky n'a pas avalé la couleuvre de la Crimée. Il n'a pas accepté à ce jour-là, aujourd'hui, que la Crimée soit russe. Première chose. Deuxième imprécision, la Russie n'a toujours pas accepté des troupes étrangères sur le territoire ukrainien. Et donc ça veut dire que les deux plans qui nous ont été très précisément présentés, ils sont totalement antagonistes. Et donc il n'y a pour l'instant aucun terrain d'entente de part et d'autre. Vous ne voyez aucun bouger? Il n'y a aucun. Non, on peut s'amuser à voir ce qu'on veut, mais ce qui a été énoncé, c'est deux plans antagonistes. Quand le New York Times dit finalement que sur l'OTAN, il n'y a plus de conditions imposées de rentrer dans l'OTAN, sur la Crimée également, l'OTAN, tout le monde sait depuis longtemps, tout le monde sait avant même la guerre. En fait, ça a été abandonné en 2008 sur proposition des Français et des Allemands. L'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est dit depuis 2008, première chose. Sur la question de la souveraineté militaire de l'Ukraine, il n'est pas dit que la demande des Ukrainiens, il n'est pas dit que les Ukrainiens acceptent qu'elle soit limitée quelque part. À l'inverse, il n'est pas dit que les Russes veulent bien qu'il y ait des troupes britanniques et françaises qui garantissent la sécurité de l'Ukraine. Il n'est en effet pas dit. Il sera intéressant de voir aussi la réaction, je pense au porte-parole du Kremlin dans les prochaines heures, qui fait savoir la levée des sanctions, la levée des sanctions européennes contre la Russie, c'est pareil, les Européens n'ont rien dit de cette nature-là pour l'instant. Ouais, il faut s'en tenir au fait quand même. Il faut essayer de ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Nathalie Schrin, sur ces images, encore une fois, parce que on est à la télévision, la force des images, c'est aussi important, qui n'ont absolument rien à voir en termes d'ambiance, d'atmosphère, avec le précédent entretien de fin février dernier dans le bureau ovale, en modovision aussi également. C'était d'une très grande violence. C'était une très grande violence. Très grande violence. Là, on n'a pas le son, mais ça se passe vraisemblablement dans une atmosphère bien différente. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que Trump va faire. C'est une girouette, donc il peut très bien, comme vous le disiez, inventer tout un narratif sur cette rencontre. Comme on n'a pas le son, comme vous dites, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Et même quand bien même, si on avait eu le son, il pourrait le transformer de telle façon que ça n'aurait plus rien à voir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance dans les États-Unis de Trump et on ne peut pas avoir confiance dans la Russie de Poutine. L'Ukraine en est là et l'Europe en est là. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est être droit dans ses bottes et penser que finalement, on n'a pas vraiment d'alliés américains, qu'il va falloir faire sans. Oui, mais cette rencontre dit quand même aussi, Général Chauvency, que l'Ukraine ne peut pas non plus faire sans les États-Unis. Oui, ça c'est sûr, on ne peut pas faire sans le renseignement, mais encore une fois, le pays en lui-même, c'est une chose, mais il y a aussi des Américains qui ne sont pas tout à fait pour Trump et qui continuent à aider de toute manière sur le terrain les Ukrainiens. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont encore là-bas, les Américains qui nous aident pour le renseignement, sont quand même proches de nous. Et moi, j'espère que quand même l'Amérique va
ouvrir les yeux et voir que finalement cette politique, elle est désastreuse pour les États-Unis, pour l'Europe et pour l'Ukraine. Il va falloir quand même qu'il y ait une ouverture. Et moi, j'ai quand même... je suis quand même quelqu'un d'optimiste, donc il va falloir qu'on fasse de toute manière sans Trump. L'Europe va, à mon avis, s'en sortir de façon magnifique. Il y a tout. Je sens votre optimisme. Mais oui, parce qu'on a tout. On a les infrastructures, on a 145 millions de consommateurs, on a les lignes pour faire des obus. J'ai vu, je crois, sur votre chaîne, qu'une entreprise française en Bretagne notamment allait refaire des obus. Mais on a tout pour nous. Et l'Ukraine a intérêt à être du côté de l'Europe parce que justement, elle est riche. Donc il faut que l'Ukraine reste en Europe et pas que les petits Ukrainiens qui sont en train qui ont été volés se retournent contre nous aussi. Ouais, donc, j'aimerais avec vous, Général, avant d'en venir au terrain, Jean-François Boutor soulignait à juste titre cette information qui nous est parvenue aussi au cours de cette émission, en tout cas, affirmation russe, de la reprise totale de Koursk, de la région de Koursk. Mais avant cela, Darius Rojban disait que Zelensky avait une marge là, face à Donald Trump. Une marge parce que le président américain peut être affaibli sur le plan intérieur. Vous la voyez, vous, cette marge du président ukrainien ? Quant à... il fait ce qu'il peut pour essayer d'en avoir une. Ouais. J'ai quelques doutes quand même avec l'imprévisibilité de Trump. Et tout ce qui a été dit depuis 10 jours montait une certaine continuité en disant l'Ukraine, si elle ne signe pas la paix telle qu'on veut qu'elle soit, on n'ira pas. En revanche, il y a une démarche quand même positive avec cette initiative de contre-proposition, même si certaines, pour moi, sont totalement irréalisables. Si on devait parler effectivement... je dirais des levées des sanctions. Il est certain que oui, il y a levé des sanctions des Américains et des Européens. Comme nous ne sommes pas associés, et je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons un moyen de pression, nous ne lèverons pas les sanctions si nous ne sommes pas associés à l'accord. Donc on nous englobe alors qu'effectivement on n'a pas à être englobé, nous avons des moyens de pression de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'il a une marge ? Moi je ne suis pas du tout optimiste, je suis réaliste. Ouais. Donc je ne suis pas pessimiste non plus. Et voilà, donc sur cette question-là, et puis sur revenir sur les avoirs russes gelés qui participeraient à la reconstruction de l'Ukraine, il me semble que historiquement, quand on reconstruit un pays qui a été détruit avec l'argent de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un en fait a perdu, à part le plan Marshall, il a perdu. J'ai pas l'impression que la Russie ait perdu sur le terrain, et je vois pas comment elle pourrait être acceptée de refinancer ou de financer la reconstruction de l'Ukraine. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire. Ça avait été évoqué par le président français. Tout à fait, aussi, mais c'est pour ça que mais ça ne veut pas dire que. Non, bien sûr. J'adhère. Je suis quelqu'un de réaliste. Je dis simplement, on impose une reconstruction à quelqu'un qui a perdu la guerre, ou parce qu'on y a un intérêt, on va aider à reconstruire. Dans les deux cas, je ne vois pas où la Russie se place. Puis un petit point quand même de détail. J'aime bien Jean-François Boutor, donc je vais lui en dire une petite quand même. Le communiqué de Bucarest de 2008 de l'OTAN, où on parle de la Géorgie et de l'Ukraine, il est bien spécifié qu'ils sont à terme susceptibles de rejoindre l'OTAN. Et que la seule chose qui s'est passée, c'est que les Français et les Allemands ont dit non, on n'en veut pas. Mais dans le communiqué final de l'OTAN, il est bien dit que l'Ukraine et la Géorgie rejoindraient. Et 3 mois après, vous aviez l'agression russe en Géorgie. Effectivement. J'aimerais ensemble qu'on évoque ce qu'il se passe dans la région de Koursk, région russe, avec cette au cœur de l'été, invasion ukrainienne. L'armée russe et le Kremlin l'affirment ce matin. Koursk est repris entièrement aux mains des Russes, repris par les Russes. Zelensky et l'armée ukrainienne disent qu'il y a encore des combats. Koursk, c'était la dernière carte, vraiment, de l'armée ukrainienne. Non, il y a une deuxième. Vous avez les 13 km² d'incursion ukrainienne dans la région de Belgorod, où il y a des combats, et a priori, on ne voit pas les Russes avancer. Mais c'est vrai que la remarque a été faite à plusieurs reprises. Les capacités militaires russes à reconquérir même leur propre territoire posent quand même question. Ce qui veut dire que quand on dit qu'il y a une menace russe sur l'OTAN, j'ai quelques doutes. La réalité d'aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont eu énormément de mal. Alors ça veut d'abord dire parce que l'armée ukrainienne s'est bien battue, ça il faut bien le reconnaître, parce que je reconnais les choses. Et elle a montré qu'elle était capable de. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait eu des contre-attaques dans la région de Torest, au sud-ouest de Torest, Pokrovsk, on voit que les Russes n'avancent pas, ils subissent aussi des contre-attaques. Donc il y a une réaction. Maintenant, la réaction peut être légère, c'est-à-dire c'est le dernier coup pour essayer de changer la donne. Et on revient à la question que vous avez posée, si
il y avait une marge de manœuvre pour Zelensky. La marge de manœuvre de Zelensky, ce sera de prouver à Trump que les Ukrainiens sont encore capables de se battre, on a encore quelques moyens et qu'il faut les prendre au sérieux. Voilà, mais on est dans une plage, je dirais, de calendrier très faible. Nous sommes dans quelques jours. Je vois mal une absence de décision trumpienne dans les jours qui viennent, quelle qu'elle soit. Maintenant, comme d'habitude, je le dirais, je peux me tromper. Effectivement, Michel Derzansky, juste sur Koursk, sur cette poche, encore une fois, parole contre parole, l'armée ukrainienne maintient que des combats sont toujours en cours contre des propos russes qui disent que voilà, Koursk est tombé et est revenu aux mains des Russes. Ça serait un coup dur, très dur pour Zelensky et l'Ukraine? Mais je crois que le coup dur pour Zelensky et l'Ukraine, ça a été qu'au moment où l'administration Trump a décidé de couper court à son aide et de couper le renseignement, Koursk s'est effondré et que là, les Ukrainiens ne peuvent que défendre ce qui est encore défendable. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté que la Russie affirme avoir reconquis Koursk et que de l'autre côté, les Ukrainiens disent on continue le combat, l'un n'est pas antinomique de l'autre. C'est-à-dire ils sont en train de continuer le combat jusqu'à reculer et rejoindre ce qu'ils peuvent sauver. Voilà, et les Russes, effectivement, avancent. Moi, je crois que sur la question, aujourd'hui, de l'Ukraine, je crois qu'ils pourront toujours être le grain de sable dans la chaussure et de Vladimir Poutine et de celle de Trump. C'est-à-dire que s'il désire, à un moment donné, ne pas aboutir à un cessez-le-feu tel qu'il sera déterminé, parce qu'il y aura des antagonismes de part et d'autre, ils pourront toujours, parce qu'ils ont les moyens, aussi réduits soient-ils, de faire des coups. Et ces coups seront des coups de guêpe. Alors certes, à droite, à gauche, au milieu, en mer Noire, sur la Russie, on sait qu'aujourd'hui, avec leurs drones, ils arrivent à faire des choses assez, je dirais, exemplaires. Donc, l'effondrement, voilà. Et puis, ce qui m'interpelle surtout, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le général Chauvency sur les 50 milliards d'aides d'armes promis par les Américains. Et de ce possible contrat, en effet, voilà, à venir. Et de ce contrat, c'est quelle nature de ce contrat, quand, comment, et s'il arrive dans les semaines qui viennent, ça va quand même jouer 50 milliards. Et après, c'est sur combien de temps sont étalées ces armes, parce que si c'est pour dans 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui effectivement là se jouent. Oui, Jean-François Boutars, rapidement avant de retourner à Rome. Sur Koursk, c'est juste un effet d'annonce russe pour la population russe au moment où il y a ce qui se passe à Rome. Vous nous dites prudence, quoi. Non, mais ça n'a aucune importance. Franchement, 1 kilomètre de plus ou moins dans l'oblast de Koursk, ça n'a aucune importance. Et aucune. C'est du détail. Ce qui est important, c'est la question symbolique. À Moscou, on a gagné. À Rome, on a oublié, vu de Moscou. C'est ça l'histoire. La deuxième chose que je voudrais juste dire très vite, c'est que la question n'est pas de savoir si Zelensky a une marge de manœuvre. La question me paraît être beaucoup plus importante, c'est est-ce que Trump peut vraiment désengager les États-Unis de cette situation? Ça n'est pas sûr du tout. Ça risque d'être un prix considérable diplomatique pour les Américains. Et pas que diplomatique. Ils ont beaucoup à perdre à se désinvestir. Ils ont beaucoup à perdre à devenir vraiment les ennemis de l'Europe. Il faut se rendre compte, à moyen terme, c'est une décision dramatique, à mon avis, pour les États-Unis. Oui, effectivement. Oui, et on va voir, et on va évoquer ça sans doute avec... Malgré tout, les Européens tiennent à une alliance avec les États-Unis. Donc ils ne deviendront jamais nos ennemis. On va, et Darius Rochebin et Margot Haddad vont sans doute l'évoquer. Zelensky qui enchaîne les rendez-vous diplomatiques. Il a, on l'a vu et évoqué longuement, rencontré le président américain, le président français. Il doit s'entretenir avec la présidente aussi de la Commission européenne. Darius, vous parliez il y a quelques instants d'une marge pour le président ukrainien. Il joue sa carte, il joue son va-tout, Zelensky, aujourd'hui. Allez-y, Darius. C'est vrai qu'il y a une volonté de Volodymyr Zelensky de perdurer, à exister sur la scène internationale et de multiplier ses rencontres diplomatiques. Dès qu'il y a un moment, Vladimir Poutine a tout fait pour empêcher Volodymyr Zelensky de se rendre à Rome, en frappant notamment l'Ukraine massivement, en essayant de perturber la vie des civils. Et ça, c'est la corde sensible de Volodymyr Zelensky, qui ne voulait pas laisser son peuple derrière en se rendant sur la scène diplomatique. Mais il y a quelque chose que Donald
Donald Trump a aussi compris. C'est-à-dire que les ventes d'armement américains atteignent des records depuis la guerre en Ukraine à l'exportation. Et ça, c'est un bon moyen également pour les Américains de renflouer les caisses. C'est un élément extrêmement important de la politique de Donald Trump, qui est un homme du business, il faut le dire de manière très claire. S'il a lâché sur la scène des minerais, c'est parce qu'il s'est rendu compte véritablement que ces minerais, ce serait difficile d'avoir des rendements rapidement, de les exploiter rapidement. Et donc il va au plus offrant. Et ce qu'il se passe avec la guerre en Ukraine, c'est que les stocks d'armement américains sont exportés massivement, avec des armes américaines exportées sur la scène internationale. Mais encore faut-il que les Américains eux-mêmes puissent tenir. Rappelez-vous que les Américains avaient fait appel à leur stock d'armes vers Israël pour aider les Ukrainiens à un moment donné. Donc tout ça va se jouer, dans un mouchoir de poche très clairement. Et Donald Trump le sait bien, il va falloir à un moment donner aux Américains cet argent dont les Américains ont besoin et qu'ils réclament. Oui, Zelensky a des cartes en main. Tout à l'heure, Jean-François Boutor se notait la question de la Crimée. Évidemment, jamais Volodymyr Zelensky ne peut reconnaître la Crimée russe, et c'est pas ça la couleur qu'il avale. La couleur qu'il avale, c'est de continuer à parler à Trump, alors que Trump a parlé de démembrer son pays. C'est quand même quelque chose d'inouï. Continuer de parler à quelqu'un qui a dit on va démembrer l'Ukraine. Mais il faut dire ce qui est, oui, le président Zelensky a fait un certain nombre de concessions. Une des premières est simplement de négocier. À l'antenne même de LCI, le président Zelensky disait jamais on ne négociera tant que Poutine est au pouvoir. Or, il accepte, il a fait un bout du chemin, il accepte quand même d'entrer dans un processus de négociation. Mais il ne fait pas tout le chemin. Et il a des atouts, et en particulier le sursaut européen. Ça, je pense que le président Trump ne s'y attendait pas. Rappelez-vous, et Poutine non plus, rappelez-vous quand Poutine disait, il y a quelques semaines, vous allez voir, les Européens vont aboyer un peu comme des chiots. Il faisait une comparaison avec des chiots. Il disait, ils vont aboyer un peu, et puis après, ils vont quand même se coucher devant leur maître américain. Ça n'est pas le cas. C'est peut-être le cas de certaines puissances qui continuent à acheter des F-35 parce qu'elles sont très soumises en fait aux États-Unis, mais et la France et le Royaume-Uni montrent une très grande indépendance, aussi parce qu'elles ont l'impression que leur sécurité même est menacée. Et là, il y a un réflexe quasi vital. On se dit, face à la Russie, il faut vraiment être beaucoup plus fort. Et là, Zelensky a une marge, et il le sent. Et encore une fois, sur les images ce soir, ici à Rome, on voit très bien ça. C'est-à-dire, il y a Trump-Zelensky, mais il y a aussi et surtout les deux parrains du président Zelensky, ces deux garanties de survie politique que sont Emmanuel Macron et le Premier ministre Keir Starmer. Mais tout en s'appuyant, Darius, sur ces pays qui ont fait un geste envers Donald Trump. On se rappelle de Giorgia Meloni dans le bureau ovale, qui très clairement a tendu la main à Donald Trump en l'invitant comme premier voyage officiel en Italie. Elle veut clairement, Giorgia Meloni, rendre Rome comme une scène diplomatique internationale, que ça revienne comme avant, que ce soit plus Genève ou que ce soit plus Paris, mais que Rome redevienne cette place diplomatique si importante à l'Europe. Et ces pays intermédiaires qui parlent autant le langage de Trump que des démocraties occidentales qui veulent un sursaut sur la scène internationale sont tout aussi importantes pour maintenir ce dialogue. Et ce n'est pas forcément un hasard que tout cela se soit passé à Rome. Et vous avez raison de le rappeler, Giorgia Meloni joue un rôle très important. Il faut toujours se méfier des caricatures. Et Madame Meloni, par exemple, dépasse un certain nombre de clivages. Alors, elle est très proche idéologiquement de Vance, de Trump, mais en même temps, elle a pris des positions très nettement pro-ukrainiennes. Et on a vu ici qu'elle a un agenda. Alors, ce soir, surtout pour l'Italie, c'est un jour de funérailles. Le gouvernement italien a été extrêmement en dehors, si vous voulez, en tout cas apparemment, de tout ce qui est négociation diplomatique. Mais elle a un but très précis, qui est d'organiser ici, à Rome, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, une rencontre Trump-von der Leyen et pourquoi pas Zelensky, ou un certain contact qui suivra avec Zelensky. Restons à Rome avec vous, Claire Cambier. Et oui, vous l'indiquiez, à la venue de Zelensky, on pouvait s'attendre à des rencontres diplomatiques. Il faut dire qu'on a été servi avec tout d'abord cette première rencontre enfin entre Zelensky et Trump à quelques minutes seulement de la cérémonie au sein même de la basilique Saint-Pierre qui se trouve juste derrière nous. Un échange assez bref, une quinzaine de minutes, mais les deux parties ont souligné que l'échange avait été constructif. Le président Volodymyr Zelensky a même indiqué que cet échange pouvait être historique
historique si Trump donnait suite. Ils ont échangé, a-t-il dit, sur la sécurité des Ukrainiens, sur un cessez-le-feu complet et sur la paix, une paix durable. Pas plus d'informations, évidemment, qui ont fuité pour le moment. Petite déception quand même, on imagine, pour le président ukrainien, puisque à la base, une deuxième rencontre, une poursuite de ces négociations devait avoir lieu après la cérémonie. Elle n'a finalement pas eu lieu. Le président américain s'est envolé pour les États-Unis. On peut dire que Zelensky se rattrape ce midi et cet après-midi en enchaînant les rencontres avec les chefs d'État européens. Tout d'abord avec le président français Emmanuel Macron. Il s'est rendu ensuite à la résidence de l'ambassadeur britannique pour rencontrer Keir Starmer. Et cet après-midi, vous en parliez, Darius, il rencontrera la première ministre italienne Meloni et également la présidente de la Commission européenne von der Leyen. Claire Cambier, Guillaume Coléoni en direct de Rome, merci beaucoup pour ces précisions. Il y a quelques instants, Margot Haddad, je crois, soulignait le fait, Jean-Baptiste Noé, que Poutine, par ses agissements, son armée, en tout cas ses derniers bombardements sur l'Ukraine ces derniers jours, a tout fait pour que Zelensky ne se rende pas à Rome aujourd'hui. Parce que, et ça a fonctionné d'ailleurs, parce que jusqu'à hier, le doute subsistait quant à la présence du président ukrainien. Ça fait mal, ces images, au président russe, ou vous pensez qu'il n'en a qu'un? C'était aussi pour Zelensky un moyen de faire pression sur Donald Trump en disant je ne viendrai pas parce que je ne pourrai pas le rencontrer, donc il y avait quand même un double jeu. Après, celui qui tient le terrain est le maître du jeu. À la guerre, c'est quand même le domaine de la force. Donc c'est très bien que Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontrent, mais l'acteur quand même majeur, c'est la Russie. Et on ne pourra rien faire sans eux, ni sans Vladimir Poutine. Donc c'est aussi lui qu'il va falloir convaincre. Et puis il y a le troisième acteur qui est l'acteur russe, enfin quatrième acteur, acteur chinois. Eux aussi sont partie prenante. Et donc dans l'équation, il faut aussi passer par eux. Jean-François Boutors, sur le fait, je trouvais intéressant, on ne l'avait pas évoqué, je ne sais pas si la volonté, ce n'est pas que Zelensky se rende à Rome pour ses obsèques, mais la situation sur le plan intérieur pour Volodymyr Zelensky, jusqu'au dernier moment, lui a fait douter quant à sa présence aujourd'hui. Ah, tout à fait. Les frappes sur Kiev ont eu un impact majeur au point de mettre en question l'hypothèse du voyage. Parce que Zelensky ne peut pas se couper de son peuple. Bien sûr. C'est sa grande force. On a beau avoir dit qu'il y avait beaucoup d'opposition, etc., qu'il n'était plus si fort, etc., il a toujours derrière lui le peuple ukrainien, majoritairement. Ça, c'est absolument incontestable. Et d'ailleurs, je repense à ce que disait Michel tout à l'heure sur l'avenir. Le seul avenir heureux, mais improbable qu'il pourrait y avoir, c'est un changement de régime à Moscou, mais on sait bien que ça va pas, c'est pas pour demain. Mais ce que je veux dire, c'est le au-delà de, c'est pas le renversement de Poutine. Je veux dire, nous avons besoin, dans l'avenir, d'une Russie qui sorte des modèles d'autocratie dans lesquels elle est embourbée depuis, en gros, le XVIe siècle. Ça ne va pas venir tout de suite, mais l'enjeu, il est là, c'est d'avoir une Russie qui rentre dans une vision moderne de la politique. Effectivement. Juste point de détail que l'on n'a pas commenté, mais qui a aussi son importance, de la tenue de Volodymyr Zelensky. Certes, nous sommes aux obsèques du pape François, qui lui avait été d'ailleurs reproché sa tenue dans le bureau ovale. Il est là en chemise noire, sur chemise noire. Il disait publiquement que si il était à nouveau en costume, c'est qu'il aurait gagné la guerre. Je pars sous votre contrôle, général François Chauvency. Il envoie aussi un message, là, dans le... Je pense quand même que quand on va aux obsèques d'un pape, on ne peut pas venir en t-shirt. Ouais, c'est pas possible. C'est plus une preuve d'éducation. Président d'un pays en guerre ou pas. On est dans l'éducation et on n'est pas dans le message politique. Enfin, c'est comme ça que je l'interpréterai. Donc voilà. Pour revenir aussi à ces frappes menées par les Russes, rappelons-nous aussi qu'il y avait eu un précédent il y a 3-4 jours sur Kiev où Zelensky était en visite en Afrique du Sud et qui était revenu plus rapidement que prévu parce qu'il y avait des bombardements sur Kiev. Donc je dirais que le message qu'il avait fait à ce moment-là allait peut-être laisser croire aux Russes que ça allait se reproduire pour ce samedi.